Donc, hi, aujourd'hui je vais vous présenter la solution concernant l'étude de cas liée au DHCP, au routage interVLAN, routage RIP, redistribution d'une route par défaut, ainsi que les services réseau, en plus de relais DHCP et la sécurité des ports. Donc là, comme vous le voyez, cette maquette réseau se compose de trois services qui assurent les services réseau. Il y a le service DNS, serveur web, serveur mail. Donc on va créer des comptes mail pour les deux utilisateurs. Et la deuxième partie, on trouve ce qu'on appelle le réseau local, qui va se composer de deux VLAN, le VLAN 10 et le VLAN 12. Et là, on a interconnecté deux utilisateurs pour tester la communication réseau et l'obtention des adresses IP dynamiques via le serveur DHCP. Ce routeur-là, qui s'appelle DHCP, serveur DHCP, va assurer le rôle de serveur DHCP. Donc, c'est lui qui va assurer aussi le border router. Donc, il va être connecté à Internet qui est simulé par le nuage via une route par défaut. Et en même temps, donc, il va assurer le rôle de gateway pour les serveurs. Et il est relié avec le routeur LAN qui va vraiment assurer le routage ou le tracking entre les VLAN plus le routage vers l'externe. Donc, pour commencer, je commence par la configuration des serveurs. Donc, c'est facile. Donc, le serveur DNS aura comme adresse 100.0.0.2. Donc là, c'est desktop IP configuration. Donc, c'est 100.0.0.2 avec le masque par défaut. Et dans la passerelle, c'est 100.0.0.1. Donc, ça, c'est la passerelle du routeur. Puis, donc, je vais configurer le service DNS. Alors là, j'active le protocole DNS. Puis, donc, je vais nommer la page web, par exemple, www.test.ma ou bien test.com. Donc, après, je donne l'adresse de serveur web 100.0.0.3. Donc, cliquez sur Add pour enregistrer l'entrée dans le cache DNS. Donc, j'ai terminé avec le premier serveur. Sur la page web, donc le serveur web, donc je donne d'abord une adresse au serveur qui est 100.0.0.3 avec la passerelle 100.0.0.1. Donc, les serveurs, on a dit, ils doivent avoir des adresses IP statiques, en plus des routeurs, switch, pare-feu, imprimantes et ce qu'on appelle les points d'accès Wi-Fi. Donc, sur le HTTP, je peux prendre l'index, donc la page index, et je vais modifier la taille, donc en 7 par exemple. La couleur, je prendrai la couleur rouge, red. Et ici, au lieu de Cisco Packet Tracer, donc je peux mettre Cisco Quasi Study quand même pour tester. J'enregistre mes modifications et je quitte via File Manager. Après, donc, je teste le serveur, je vais configurer le serveur mail en utilisant l'adresse IP 100.0.0.4 avec la passerelle 100.0.0.1. Voilà. Et sur le côté service, je vais aller vers email. Là, donc, vous allez voir que le protocole SMTP qui assure l'envoi des emails, il est en on. Et le protocole POP3 qui assure la réception des emails, donc il est en on. Donc, je donne le nom de domaine, c'est quasi.m.com et je clique sur 7 obligatoirement. Et après, donc, vous voyez que le bouton 7 devient grisé et je vais créer deux comptes qui est user1 pour le PC1 avec le mot de passe 1, 2, 3 pour le test, mais vous devez configurer des mots de passe forts. User 2, donc là je donne 3, 4, 5, donc là pour uniquement le test. Mais d'habitude, il faut donner des mots de passe complexes ou des mots de passe quand même forts pour se protéger.
Une fois terminé la configuration des 3 serveurs, je vais tester la connectivité entre mes 3 serveurs. Voilà, donc je génère un paquet de tests entre le DNS et le web, donc successful, donc c'est bon. Et entre le DNS et serveur mail, c'est bien. Et entre le serveur web et le serveur mail. Donc là, cette partie, elle a été déjà configurée. Vous voyez, c'est très facile. C'est juste les adresses IP en plus des services demandés. Sur les 3 switches, donc ici, on ne va pas utiliser le protocole VTP pour la gestion des VLAN, mais on va essayer de gérer des VLAN. À ce niveau-là, le VLAN 10 et le VLAN 12 qu'on va créer sur les 3 switch. Et en plus, donc on va essayer quand même de configurer les ports en trunk. Donc là, comme vous le voyez sur ALS1, elle a 3 ports, le 20, le 21 et le 22. Ils vont jouer le rôle de port trunk. Et en plus, donc, je dois créer les VLAN sur ce switch-là. Enable. Donc là, c'est conft host name, c'est ALS1, Access Layer Switch 1. Je vais créer les VLAN 10 que je nomme name comme, et je vais créer VLAN 12 que je nomme name finance. Je quitte pour que mes VLAN soient enregistrés dans la table VLAN.date. Après, je vais configurer les ports trunk, interface range, parce que j'ai FA 0/20-22. J'ai le port 20, 21 et 22. Je vais les configurer en même temps. Donc, switch port. Je peux écrire switch port, ou bien carrément SW, switch port, trunk, native, VLAN, pour le trafic, native VLAN 1. Ça, pour autoriser le trafic untagged ou le trafic non étiqueté à passer, va être orienté vers le VLAN 1. Switch port, trunk, load VLAN. Je vais autoriser les VLAN sur le trafic généré à partir des 3 VLAN, le VLAN 1, le VLAN 10 et le VLAN 12, à utiliser mes ports trunk ou à traverser mes ports trunk. Donc là, comme vous voyez, j'ai créé le VLAN 10 et j'ai créé le VLAN 12, mais le VLAN 1, c'est le VLAN par défaut qui a été déjà créé par défaut. Dans ce cas-là, on va l'ajouter sur le trunk pour autoriser l'échange de trafic. Donc, switch port, mode, trunk. Donc là, j'ai configuré les 3 ports en trunk. Et les 3 ports, donc ils vont orienter le trafic non étiqueté vers le VLAN 1. Les 3 ports vont autoriser le trafic généré par les utilisateurs qui sont connectés sur le VLAN 1, le VLAN 10 et le VLAN 12 sans aucun problème. Donc après, je mettrai end. Donc là, j'ai terminé avec mon switch. Si je fais show VLAN brief, vous allez voir que mes 2 VLAN, ils sont là. Et donc, ils sont là, ils ne contiennent aucun port parce qu'il n'y a pas d'utilisateurs qui sont connectés au switch ALS1, mais ils doivent exister pour que le trafic transite sur les ports trunk. Maintenant, sur les ports trunk, vous allez voir, j'ai configuré le port 20, 21 et 22. Donc, le port 20, 21 et 22, juste 21 qui apparaît parce que les ports trunk ne doivent pas y apparaître. On a dit que ce sont des ports qui appartiennent à tous les VLAN, c'est pour cela qu'ils ne vont pas y apparaître. Donc, comme vous le remarquez, le port 20 et 22 n'apparaissent pas, mais le port 21 apparaît parce que côté routeur n'est pas encore configuré. Donc, si je fais show interface trunk, là, je vais trouver mes 2 ports qui sont configurés, le 20 et le 22 en trunk. Ils sont en mode on parce que j'ai configuré le mode trunk manuellement. Et le protocole d'étiquetage, c'est le protocole IEEE 802 incluant.
et ils ont un statut de port de train qui vont assurer le trunking, et le VLAN natif, c'est le VLAN 1, ainsi que les VLAN qui sont autorisés sur les deux ports trunk, c'est le 1, 10, 12, ce qu'on a configuré, pas de problème. Je dois enregistrer ma configuration avec copyRun, start, et là, donc, j'ai terminé avec le premier switch. Le même travail va être fait au niveau de ALS2, sauf ici on doit affecter des ports au VLAN. Donc je ferai enable, conft host ALS2. Donc je dois créer le VLAN 10, name, comme, et le VLAN 12, name, finance, pour les deux départements, exit. Voilà, donc là, on vient de créer les deux VLAN. Puis je vais configurer le port FA0/20 qui relie les deux switches. Donc là, c'est le port 20 en tant que trunk. Donc là, pour le rôle de trunking, switch port trunk native VLAN 1. Et vous devez prendre en considération que le port trunk, lorsqu'il est connecté entre deux switches ou entre deux routeurs, donc il faut utiliser la même configuration. Sinon, vous aurez un problème sur le trunk où le trunk n'arrive pas à fonctionner. Donc switch port trunk. Tout à l'heure, j'ai utilisé switch pour la commande complète, mais vous pouvez utiliser carrément SW. Trunk allowed VLAN 1, 10 et 12. Là, c'est bien. Switch port mode trunk. Exit. Donc là, j'ai configuré les deux VLAN et j'ai configuré le port trunk. Je vais affecter le port FA0/10 qui relie le PC donc au VLAN 10. Donc switch port mode access. On a dit un port utilisateur, il doit être toujours en mode access. Switch port access VLAN 10. C'est bon. Donc là, je viens de terminer l'affectation du port et on va revenir sur le switch après pour la partie sécurité du port. Si je fais show VLAN brief, vous allez trouver que mes deux VLAN ils sont là, 10 et 12, et le port 10 il a été placé sur le VLAN 10 et je cherche le port 20, donc FA0/20, il n'apparaît pas parce qu'il se trouve sur le mode trunk. Si je fais show int trunk, vous allez voir que j'ai le port 20 qui a été configuré identiquement au port 20 qui se trouve sur le switch ALS1. Il va autoriser les VLAN 1, 10, donc 12. Je vais sauvegarder ma configuration. J'ai la deuxième commande, c'est write. Donc là, j'ai terminé avec ce switch-là. Je vais aller sur le switch ALS3. Sur le switch ALS3, donc je ferai enable, conft host ALS access layer switch 3. Donc je vais créer les VLAN de la même manière, 10 name comme, puis VLAN 12 name fin. Voilà, exit. J'ai le port int FA0/22. Donc switch port trunk native VLAN 1. Switch port trunk allowed VLAN 1, 10 et 12. Puis switch port mode trunk. Après exit int FA0/12. Switch port mode access pour le deuxième utilisateur. Switch port access VLAN 12. Donc là, je mettrai directement end et je vais vérifier show VLAN brief. J'ai mes deux VLAN 10 et 12. Obligatoirement, après chaque opération, chaque configuration, il faut vérifier. Donc il y a le VLAN 10, 12, le 1 il est déjà créé. Et je vais vérifier le port 22, il n'existe pas. J'ai 20, 23, ça signifie qu'il est en mode trunk. Si je fais show int trunk,
j'aurai ma configuration, donc il doit être identique aux autres, on 802.1 tranquille, native VLAN 1, et le trafic généré par les utilisateurs qui appartient à mes trois VLAN 1, 10, 12 qui sont autorisés sur le track. Je sauvegarde, voilà. Donc là, j'ai terminé la configuration de mes trois switches. Je vais y aller pour configurer le routeur RLAN qui va assurer le routage inter-VLAN entre les deux VLAN 10 et 12. Et en même temps, il va assurer le relais DHCP parce que le serveur DHCP, c'est le deuxième routeur qui est le serveur DHCP. Et nous savons par nature que le routeur ne laisse pas passer les broadcasts. Maintenant, ces PC-là, avec le DHCP IPv4, chaque requête ou demande d'adresse IP dynamiquement, ils vont générer une requête en diffusion. Donc la requête, elle doit être bloquée par le RLAN, par le routeur RLAN. Mais comment on va autoriser ou demander à RLAN de laisser passer les requêtes de diffusion générées par les deux utilisateurs vers le serveur DHCP? Donc nous savons que le serveur DHCP sur ce côté-là, il a l'adresse 10.0.0.2. On va demander à RLAN que les diffusions, va faire une exception pour les diffusions générées par les deux utilisateurs au client DHCP vers le serveur DHCP. Et dans ce cas-là, si le RLAN permet d'autoriser les diffusions à joindre le serveur DHCP, on appelle ça le rôle relais DHCP qui va être réalisé par RLAN. Donc le RLAN, pour notre cas, il va réaliser trois rôles. Il va assurer le routage RIP. En même temps, il va assurer le routage inter-VLAN entre le VLAN 10 et 12, les utilisateurs, parce qu'un VLAN est un réseau à part. Donc, il faut assurer la communication inter-VLAN via un routeur. Cette méthode d'utiliser ce qu'on appelle les sous-interfaces, pour rappel, il s'appelle routeur en ASTIC. Et troisième point, donc il va assurer aussi le rôle de relais DHCP. Donc j'entre sur le routeur, CLI. Donc je réponds, donc je ne vais pas configurer en mode setup, en mode assistant, enable, conft host RLAN. Donc là, int g0/0, l'interface ne doit pas contenir, ne doit pas être configurée avec une adresse IP, now IP adresse. S'il contient une adresse IP, donc les sous-interfaces ne peuvent pas fonctionner. Donc il faut se rappeler que l'interface physique ne doit pas être configurée avec une adresse IP si nous voulons utiliser des sous-interfaces. Sinon, donc les sous-interfaces, si vous avez donné une adresse IP à l'interface physique, les sous-interfaces ne fonctionnent pas. Voilà, donc NowChat, j'active l'interface. Voilà, et puisque moi j'ai deux VLAN, je vais créer la première sous-interface, int g0/0, point. Donc ce point-là, c'est elle qui va indiquer que vous allez utiliser une sub-if, une sous-interface. Et sous-interface en anglais, c'est sub-if. Donc vous allez voir que le routeur, il va changer le mode. Là, vous n'êtes plus sur if, mais vous êtes sur sub-if. Sub-if, ça signifie que vous êtes sur une sous-interface. Toujours, on commence par encapsulation, dot inculant, et je donne l'ID de VLAN. Donc normalement, le rôle de l'encapsulation, ça signifie tout le trafic qui va passer par cette sous-interface, il va être étiqueté par le numéro de VLAN. Et ici, cette sous-interface-là, point 10, il va jouer le rôle de la passerelle par défaut pour le VLAN 10. Donc, du coup, tout le trafic qui transite via cette sous-interface, il va être étiqueté par le ID de VLAN 10. Puis donc je donne IP adresse, donc je vais configurer l'adresse sur la sub-if et non pas sur l'interface physique, 172.16.10.1, 255, parce que c'est un sous-réseau. Vous n'avez pas besoin de configurer ce qu'on appelle NowChat. Et ici, je dois configurer le relais DHCP IP helper adresse. Et je donne l'adresse de serveur DHCP qui est 10.0.0.2. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai configuré la sous-interface qui va jouer le rôle de la passerelle par défaut pour les utilisateurs de VLAN 10.
Donc, j'ai autorisé l'étiquetage IEEE 802 1 kg qui est utilisé au niveau des trinques. Et j'ai configuré l'adresse de la passerelle par défaut. Et en même temps, j'ai donné ou configuré le rôle de relais DHCP sans aucun problème. Donc là, je mettrai exit et je vais configurer la deuxième sous-if qui est G0/0.12. Donc de la même manière, elle va s'activer, elle va être créée parce que c'est une interface virtuelle. Là, je vais utiliser encapsulation .1QLAN12 pour le VLAN 12 parce que c'est une passerelle pour le VLAN 12. Et après, donc, je vais configurer l'adresse IP par 172.16.12.1 et j'active le relais DHCP pour les utilisateurs de ce VLAN-là vers le serveur DHCP qui est 10.0.0.2. En ce moment-là, je quitte la configuration de SubIF. Et là, je dois vérifier, donc, est-ce que mes sous-interfaces, ils ont été créées. Si je veux réaliser une vérification, même même si je suis en mode configuration globale, je fais do show IP interface brief. Et vous allez voir que mes sous-interfaces, elles ont été créées. Il y a la sous-interface .10 et .12. 10.1, 12.1, ils sont app, ça signifie ils sont opérationnels. Maintenant, je vais configurer l'interface, interface G0/2 qui est connecté avec le serveur DHCP, IP adresse, on a dit 10.0.0.1 avec le masque par défaut, no chat. Donc là, je viens d'activer aussi l'interface qui est connectée au serveur DHCP et je vais refaire une deuxième vérification qui est G011 up down. Pourquoi il est down? Parce que l'autre côté qui se trouve sur le routeur DHCP n'est pas encore configuré. Bon, donc tout ça c'est bon. Je vais essayer de configurer le protocole RIP version 2. Pour configurer le protocole RIP version 2, on fait do show IP route connected pour nous afficher que les réseaux qui sont directement connectés. Vous allez voir une contradiction ici, mais c'est logique. Vous allez voir que ici vous avez juste le réseau 10.0 et 12.0 qui représentent les deux VLAN. Tandis que le réseau 10.0.0.1, il n'apparaît pas dans la table de routage. On a dit que la table de routage ne contient que les réseaux dont l'interface elle est en état up. Ici l'interface elle est en état up down, elle ne va pas être inscrite dans la table de routage comme réseau directement connecté. Donc il faut se rappeler que toute route ou bien tout réseau qui va être renseigné dans la table de routage, il est lié à l'état de son interface. Et l'état de l'interface, il doit être en up si le réseau doit être ajouté dans la table de routage automatiquement, il aura la qualification d'un réseau directement connecté. Bon, pour configurer le routage RIP, c'est routeur RIP version 2, now auto summary. Et le rôle de cette commande, c'est pour exiger que RIP n'utilise pas le routage par classe. C'est quoi le routage par classe? C'est classe A, donc /8, classe B /16, classe C /24. Ici, comme vous le remarquez, donc on vient de travailler avec des sauts réseau. Donc 172.16, c'est une adresse de classe B. Classe B, elle est codifiée par /16. Mais là, on a emprunté 8 bits, ce qui fait, donc on va utiliser une adresse de classe B, mais /24. Si je ne fais pas la auto-summary, donc les sous-réseaux 10 et 12 ne seront pas pris en compte par Monsieur RIP. Après, c'est l'instruction network 172.16.10.0, puis l'instruction network 12.0, et je donne le troisième réseau qui est network 110.0.0.0, donc 10.0.0. Après, je fais end et je sauvegarde la configuration au niveau de mon routeur. Donc là, je viens de terminer avec Erlang.
Donc, en configurant G0 qui va assurer le routage inter-VLAN entre les deux VLAN 10 et 12, et en même temps, il va assurer le relais DHCP vers le serveur DHCP, en plus de routage dynamique RIP. Donc, je vais aller vers le routeur SDHCP, le routeur serveur DHCP. Donc là, je vais le configurer. Enable conft host SDHCP. Donc, le premier rôle de ce routeur-là, c'est assurer le service DHCP pour les utilisateurs de VLAN 10 et le VLAN 12. Donc, IP DHCP, excluded, adresse. Donc, l'adresse qu'on va exclure, c'est l'adresse 172.16.10.1 qui a été affectée ou utilisée en tant que passerelle par défaut pour la sous-interface. Et je vais exclure aussi la deuxième adresse qui est 12.1. Et dans ce cas-là, on dit que ces deux adresses-là vont être exclure du pôle et vont être utilisées d'une manière statique. Après, je vais créer le pôle IPDHCP pôle V10. Donc, le réseau, c'est Network 172.16.10.0, 255, 0. Donc, ça, c'est le réseau qui va être utilisé dans le pool. Après, je vais donner default adresse. Donc là, vous allez remarquer que je vais donner l'adresse de la passerelle par défaut qui est 10.1, qui a été configurée au niveau de la sous-interface. Default router, pardon. Et puis, je vais configurer le DNS server. Le DNS server qui est le serveur DNS qu'on a utilisé ici, c'est 100.0.0.2. Même s'il ne trouve pas sur le même range, mais il va être affecté aux machines. Donc 0.0.2 pour assurer le service DNS. Donc, je quitte ce pôle-là. Je vais configurer le deuxième pôle, IP, DHCP pôle, V12. Donc ça, c'est le VLAN 12. Network, je vais rappeler mes commandes pour ne pas retaper tout ça. Network, donc c'est 172.16.12.0. Et je vais rappeler la commande default router. Donc default router, c'est 12.1. Puis, donc, je vais rappeler aussi la commande de DNS. Donc, là, j'ai configuré les deux pôles. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste de configurer les interfaces du routeur. Donc, j'ai int g2/0/2 qui est connecté à RLAN. Et puis, adresse, c'est 10.0.0.2, 255.0.0. Now, chat. Et après, donc j'ai activé cette interface. Je vais configurer l'interface G0/1 qui assure la passerelle par défaut pour les serveurs. IP adresse, donc c'est 100.0.0.1 avec 255.0.0 comme masque de ce réseau et j'active mon interface. Puis donc je vais configurer la troisième interface G0/0 qui est connecté au réseau externe, le web, donc avec l'adresse IP adresse 20.20.20.1 et le masque donc /8. Voilà, donc là je now chat, donc exit. Je dois vérifier ce que je viens de configurer. Do show IP int brief. Donc là, int brief. Donc j'ai configuré trois interfaces. C'est l'interface G0/0 qui est connectée au web, c'est 20.20.21. Et G0/1 qui est connecté à RLAN, au serveur 100.0.0.1. Et la deuxième interface qui est 0/2 qui est connectée au routeur RLAN qui est 10.0.0.2. Donc là, je vais configurer une route par défaut qui mène vers le réseau web. C'est IP route. Donc 0000, ça signifie n'importe quelle adresse avec n'importe quel masque qui pointe vers l'interface G0/0. Ça pose aucun problème. Donc il va vous donner un message comme quoi il fallait donner l'adresse pour avoir
ce qu'on appelle une route identifiée avec le saut suivant, pas de problème. Après, je vais configurer le routage RIP, donc do show IP route connected. Vous allez voir que j'ai trois réseaux. J'ai le réseau 10, j'ai le réseau 20 et j'ai le réseau 100. Le réseau 20 n'est pas concerné par le routage RIP parce que je viens de créer une route par défaut qui mène vers ce réseau-là. Mais pour moi, les deux réseaux concernés par RIP, c'est le réseau routeur RIP, le réseau 10 et le réseau 100. Version 2. Now Auto Summary. Et après, donc, je vais configurer les réseaux Network 10.0.0.0 et le deuxième réseau 100.0.0.0. Et vous voyez, donc, vous pouvez utiliser carrément l'instruction Network complète ou bien les trois caractères, donc ça c'est connu. Après, je dois redistribuer la route par défaut via le protocole RIP. Ça signifie cette route, elle doit être envoyée dans les mises à jour RIP en tant qu'information qui est annoncée par le protocole RIP. Pour faire la redistribution d'une route statique à travers le protocole RIP, on utilise la commande default, information, originate. Donc là, je viens de terminer la configuration de routeur SDHCP. Elle reste à sauvegarder. Voilà. Puis je dois vérifier show IP route RIP pour voir ce que, donc comme vous le remarquez, donc le routeur serveur DHCP, il vient de recevoir les deux réseaux qui ont été annoncés par le routeur Erlang via le protocole RIP qui est mentionné par la distance administrative 120. Et ces réseaux-là, ils sont accessibles via un saut, à partir de routeur SDHCP, via un routeur qui est le routeur Erlang. Donc là, c'est bien. Donc ma configuration, elle est bonne. Donc j'ai déjà sauvegardé, je ferme. Je reviens vers le routeur Erlang pour vérifier la table de routage. Est-ce qu'il a reçu les réseaux demandés, ainsi que la redistribution de la route par défaut, show IP route RIP. Donc là, vous allez voir qu'il a reçu donc les mises à jour de routage concernant le réseau 100, qui est le réseau lié au serveur. Donc à travers le protocole RIP 120, la métrique c'est un saut. Et là, via l'interface 10.0.0.2 qui est connectée à Giga Ethernet 0/2. Et là, vous avez R étoile, ça signifie la route par défaut qui a été redistribuée par RIP. Si vous trouverez R étoile, ça signifie que cette route elle a été redistribuée par le protocole RIP grâce à l'instruction Default Information Originate. Donc ça, c'est le temps écoulé pour la réception de mise à jour. C'est bien, donc je vais essayer encore de vérifier show IP route pour vous montrer. Maintenant, vous voyez que mon réseau 10, elle est là, elle a été rajoutée dans la table. Tout à l'heure, on n'a pas pu le voir sur la table de routage parce que l'interface au niveau SDHCP n'était pas encore activée. Donc, je vais vérifier aussi show IP protocols pour vérifier quel protocole de routage est configuré. Et là, vous allez voir que show IP protocol, vous avez le routine protocol isRIP. Il va vous dire les mises à jour, donc send-in, vont être envoyées chaque 30 secondes. Send-in updates every 30 secondes. Next, donc la prochaine mise à jour va être envoyée dans 8 secondes. Et là, donc vous avez la redistribution, il se fait à travers le protocole RIP. Et c'est par défaut, il va envoyer et recevoir les paquets de la version 2. Les interfaces impliquées dans le routage RIP, il y a la sous-interface G0/0.10 et la deuxième .12 et l'interface G0/2 qui est connectée à SDHCP, serveur DHCP. Là, vous allez voir que Automatic Network Summarization is not effect. Ça signifie on a utilisé l'instruction Now Auto Summary. On a désactivé le résumé automatique. Puis donc le maximum des chemins sur lesquels
Le RIP peut partager la charge, donc 104 par défaut. Et ici, les réseaux qui ont été inclus dans le routage RIP, c'est 10. Et là, est le réseau 172.16.00. Et là, vous allez voir que 172.16, donc là, c'est le réseau par classe. Donc, on ne va pas voir 10 et on ne va pas voir 12 qui représentent les deux VLAN. Et parce que M. RIP, il travaille avec le routage sans ce routage avec classe, mais avec l'instructionneur AutoSumRail va prendre les deux sous-réseaux. Donc ça, c'est la passerelle qui est liée à l'extérieur de notre réseau local et à travers le routeur SDHCP, la distance administrative 120 et c'est la distance qui est configurée par défaut. Donc là, je vais essayer quand même de tester. Donc j'entre sur ce PC-là et on va voir ce qu'il pourra. Donc on va le rendre un client DHCP sur desktop et puis configuration. Si je fais DHCP, il doit recevoir une adresse auprès du serveur DHCP. Vous allez voir, donc il a pu recevoir l'adresse 172.16.10.2 sur le range 10. Ça signifie sur le sous-réseau 10 qui représente le VLAN 10. Et là, vous avez vu aussi, il y a la passerelle 10.1 et il y a le serveur DNS qui a été affecté à travers le pôle DHCP configuré au niveau du serveur DHCP. Je ferai la même chose avec le deuxième PC. Comme j'ai dit, j'entre dans le PC, desktop IP configuration et je vais l'activer en tant que client DHCP. Et là, j'aurai 12.2 qui représente le VLAN 12, la même chose, la passerelle et le serveur DNS. Donc, je vais essayer de pinguer. Donc, je sors en prompt DOS. Je vais pinguer le serveur 100.0.0.2 qui est le DNS. Donc, vous allez voir qu'au début, donc, il va vous donner timeout parce que la table ARP elle est encore vide. Mais maintenant, donc, il y a 3 réponses. Donc, elle a pu communiquer avec le serveur DNS. Je vais pinguer aussi le serveur web qui est 100.0.0.3. Donc, la même chose, il n'y a aucune entrée dans la table ARP. Voilà. Bien, et je vais tester la communication avec le serveur mail. Une fois il va créer une entrée dans la table ARP, on n'aura pas de problème par la suite à pinguer. Si je refais le ping, vous allez voir, il va me donner 4 pings sur 4. Pas de problème. Maintenant, je vais essayer de tester via browser. J'entre sur, on a dit que la page web qu'on vient de créer, le nom de la page sur le DNS, on a donné, c'est quoi? C'est www.test.com. Donc, sur cette machine-là, j'entre sur le serveur, sur le browser et je tape www.test.com. Vous allez remarquer que Cisco Casistadis que nous avons configuré en rouge dans la taille, il a été augmenté. Et donc, ça signifie que maintenant, le DNS, il arrive à convertir le nom convivial en une adresse IP. Sur le deuxième PC, donc, je vais essayer d'utiliser carrément l'adresse qui est l'adresse du serveur web 100.0.0.3. Et vous allez voir, ils vont me donner la même chose. Donc ici, j'ai le droit d'utiliser soit l'adresse IP, soit j'utilise le nom convivial. Le DNS, il permet de mapper une adresse sur un nom convivial, pas de problème. Donc là, c'est bien. Je vais essayer aussi de tester la connectivité avec l'adresse ping 20.20.20.1 pour tester la route par défaut. Et vous voyez que l'utilisateur il peut y accéder au web à travers cette requête au test de ping. Parce que si j'arrive à pinguer 20.20.20.1, ça signifie que je peux communiquer avec le réseau externe. Donc là, c'est bien. Je vais essayer de configurer sur les deux machines la messagerie. Donc, sur le serveur de messagerie, on a créé un domaine. Tout à l'heure, on a pu configurer, c'est le domaine casi.com avec 2 utilisateurs. Le premier, il aura le mot de passe 1, 2, 3 et le deuxième, il aura le mot de passe 3, 4, 5. Mais le nom de domaine, c'est casi.com minuscule. Et les comptes utilisateurs, c'est le U en majuscule.
Donc sur le premier PC qui représente le premier utilisateur, donc j'ai ici email, sur email. Donc je vais donner le nom de, je mettrai PC utilisateur 1 et l'adresse mail ça va être user 1 at quasi.com. Donc là, c'est le nom de domaine, comme vous pouvez le voir ici. On a utilisé un nom de domaine qui est quasi.com et utilisateur, donc avec le mot de passe 1, 2, 3. Voilà, et ici, je vais donner l'adresse du serveur mail qui est 100.0.0.4. C'est lui qui va jouer le rôle de serveur en entrée et de serveur en sortie pour la messagerie. Et je vais configurer le compte utilisateur qui est user1 avec U majuscule et le mot de passe 1, 2, 3. Le mot de passe ne va pas être visible et je sauvegarde, save. Là, il va me donner l'interface d'envoi et de réception de messagerie. Donc, je suis sur le laptop 0 qui représente l'utilisateur 1. Donc, pas de problème. Je vais aller sur le deuxième utilisateur. Je vais essayer de le mettre ici. Voilà. Juste pour vous donner une idée sur ce que... Voilà. Donc, sur le deuxième utilisateur, je vais aller sur Mail. Et là, comme j'ai dit, donc le nom d'utilisateur, c'est PC utilisateur 2. Pour le compte, c'est user at quasi.com. Et le serveur, c'est le même, 100.0.0.4. Le 100.0.0.4 et le compte c'est user2, le mot de passe c'est 3, 4, 5. Voilà. Donc là, vous allez voir, là je suis sur le premier utilisateur et là je suis sur le deuxième utilisateur. Sur le premier utilisateur, je vais essayer d'envoyer un mail à l'utilisateur user2 at quasi.com. C'est comme si vous allez utiliser une adresse sur Gmail ou sur Yahoo, pas de problème. Subject c'est contact. Donc là, hi, test mail, thanks. Voilà, et je fais send. Vous allez voir ici, vous aurez un message, send in mail to user2 at quasi, donc ça c'est le nom de domaine, with subject contact, donc ça c'est le send success. Si je viens ici sur le save, vous allez voir que je viens de recevoir un mail qui vient de l'utilisateur 1, dont l'objet donc c'est contact. Voilà, donc samedi, l'heure, pas de problème, et hi, test mail. On vient de tester l'emailing, pas de problème. Il me reste la dernière partie, donc c'est ce qu'on appelle la sécurité des ports. Ici, je vais autoriser uniquement qu'un seul utilisateur qui doit utiliser le port FA010 et la même chose sur le port 012. Donc j'entre sur le switch. Pour assurer la sécurité de port, je fais enable conft int FA0/10. Donc je dois activer la sécurité switch port security. Voilà. Switch port security. Et là, je ferai maximum 1. Ça signifie, sur ce port-là, je n'autorise qu'une seule adresse MAC. Donc, ça signifie, si on enlève le premier PC portable et on place un deuxième, le port ne doit pas fonctionner. Switch port security, MAC adresse, sticky. Sticky, ça signifie l'adresse doit être apprise d'une manière automatique. Ce qu'on appelle les adresses rémanentes. Et après, je dois configurer donc l'action de sécurité, switch port security. Violation. Il y a 3 types de violations. Si je fais le point d'interrogation, vous avez protect, vous avez restrict et vous avez shutdown. Shutdown, c'est le mode par défaut. Donc là, si on fait protect, ça signifie le port va être protégé. Et le port ne va pas être désactivé, et on n'aura aucun message sur la console administrateur.
Si on utilise le strict, vous aurez un message sur la console administrateur et le trafic des autres adresses MAC sera filtré, mais le port ne sera pas arrêté. Si j'utilise shutdown, le port va être arrêté et l'administrateur recevra un message sur sa console et il faut ce qu'on appelle réactiver le port par l'administrateur. Nous, on va utiliser ici le strict, voilà, et c'est terminé. Donc là, je viens de configurer la sécurité de port pour le port 010 et ça va vous donner la possibilité quand même d'autoriser un seul PC à utiliser le port 010. Si je fais Shauran, vous allez voir donc sur ce port là vous avez donc l'action de sécurité qui a été appliquée au port 010. Je ferai la même chose ici sur le deuxième switch. Donc je vais entrer et j'applique la enable conft donc int fa0/12 switch port security. Puis donc je mettrai switch port sécurité maximum 1, switch port sécurité MAC adresse sticky et switch port sécurité ce qu'on appelle violation. Donc quelle action violation? Si je ne fais rien, donc je ne fais pas cette ligne, automatiquement l'action de violation va être shutdown parce qu'on a dit que shutdown c'est l'action de par défaut, violation restrict. Voilà. Donc, je fais Shauran pour voir. Donc là, vous allez voir que la sécurité elle a été appliquée au port 012. Donc là, c'est bien de terminer ma configuration concernant lié à ce TP-là. J'espère que vous allez bénéficier de l'utilisation de cette vidéo pour renforcer votre niveau. Et à la prochaine. Merci.